Bienvenue à Accès MRC. Aujourd'hui, j'ai avec moi M. Sylvain Ouellette du Centre de services scolaires du Pic des Bleuets. Bonjour. Bonjour. Très contente de vous avoir avec moi parce que vous êtes en fin de mandat. Vous aurez bientôt votre retraite qui vous attend. Oui, on peut dire ça, oui. On peut dire ça. Et donc, on aura l'occasion pendant les prochaines minutes de faire un peu un bilan de tout ce que vous avez vécu là, dans votre mandat. Tout d'abord, je vais vous laisser nous présenter un peu le Centre de services scolaires du Pays des Bleuets. C'est un centre de services scolaires tout jeune, comme tous les centres de services scolaires du Québec, qui sont nés le 8 février dernier, le 8 février 2020, avec l'apparition, avec la mise à jour de la loi sur l'instruction publique, qui mettait de côté, qui faisait un renouveau sur la gouvernance scolaire, ce qu'on appelle la gouvernance scolaire, qui était avant gouvernée par un conseil élu, un conseil des commissaires élus. Donc, on est passé à partir du 8 février à une gouvernance d'administration, donc d'administrateurs, à un conseil d'administration nommé et par des gens qui se portent volontaires pour administrer le centre de service. Donc, c'est un centre de service qui a un très grand territoire, au-delà de 50 000 km². C'est un des plus grands de la province. Ce n'est pas le plus grand, mais c'est un des plus grands. À la Côte-Nord, il y en a des très grands aussi. Il y a une caractéristique qui est très peu populeux. Donc, c'est un grand territoire, donc la population est très étendue, avec de nombreux petits villages, donc de petites écoles. On a au-delà de 8 petites écoles de moins de 100 élèves. Donc, c'est une particularité aussi de maintenir ces écoles-là aussi. C'est un défi aussi à lequel on soustrait tout à fait, là, parce qu'au niveau de la vitalité des milieux, c'est important. Qui se caractérise aussi par, disons, 2 grands territoires qui sont séparés par 2 grandes MRC, quoiqu'on couvre 3 MRC avec la MRC du Domaine-du-Roi, la MRC Maria-Chapdelaine et Saint-Luigi-de-Milo, qui fait partie du découpage de notre territoire, oui, mais vrai, qui fait partie de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Bien oui. Voilà. Donc, quand même, vous l'avez nommé, là, les défis de la commission scolaire, faire beaucoup de routes. J'imagine que vous connaissez bien les routes maintenant. Oui, ça va bien, ça va bien. Les routes et les rangs. Ouais, et les raccourcis et les... Oui, et entre 2 écoles, oui, on a appris ça. Bien oui, c'est ça. Et maintenir les services le plus possible dans le plus de petites municipalités. Oui, exactement. Ce qui est la très grande difficulté, vous savez qu'un centre de services scolaire, c'est financé à la base par près de 87 % d'allocation du ministère de l'Éducation. Et un autre pourcentage vient du produit de la taxe, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les subventions d'équilibre. Donc, parce que les territoires au Québec ne sont pas tout à fait égaux. Hein. Si je pense à une commission scolaire ou à un conseil scolaire, à un centre de service scolaire qui est à Sillery, à Québec, bon, ben, qui a 16 km², mais qui a un pouvoir de taxation très grand. Ça, à ce titre-là, le gouvernement a fait beaucoup de ménage là-dedans pour mettre un taux de taxe uniforme au Québec. On s'en vient vers un taux de taxe uniforme tantôt bientôt. Donc, par contre, le gouvernement compense les diminutions de taxes qu'on a connues sur notre territoire. Ils sont compensés par une subvention d'équilibre qui est appelée comme ça maintenant. Okay. Donc, on n'a pas perdu. Sauf que cette partie-là sert à financer ce qu'on appelle des besoins locaux. Les directions d'école, la conciergerie, l'entretien, tout le personnel technique des écoles et des centres, les centres administratifs, le salaire du directeur général vient de la partie de la produit de la taxe et d'une petite partie d'allocation. Toutes les autres allocations viennent d'allocations sur les activités d'enseignement principalement, qui sont à peu près 70 % de nos activités. Et d'autres allocations puis mesures qui viennent, là, on appelle ça des mesures dans le milieu, qui viennent soutenir certaines actions
Par exemple, on en a eu quelques-unes pour la pandémie. Là, on a eu des mesures particulières là, pour soutenir la pandémie ou les actions liées à la pandémie. Donc, c'est en gros comment c'est organisé, donc sur un très, très grand territoire. Donc, le défi, on a un défi de transport. On transporte 75 de nos élèves sur, je pense, c'est 7500 km, 12 000 km par jour que nos autobus scolaires parcours, mais à de très longues distances avec peu d'élèves à bord. Donc, c'est un défi aussi à gérer. Et là, avant d'entrer vraiment dans votre bilan de directeur général que vous occupez, en fait, ce poste-là depuis 2016, on va parler un peu de votre parcours. Donc, vous pouvez peut-être nous résumer, là. J'imagine que vous avez vécu pas mal de choses. Oui, bien, disons que depuis 2 ou 3 semaines, je fais mes dernières rencontres de tel comité, les dernières rencontres. Mardi soir, c'était la dernière rencontre du conseil d'administration. Et puis, on essaie de faire un espèce de petit bilan, mais je disais à quelqu'un cette semaine, si on m'avait dit qu'à 16 ans, au secondaire, que je serais directeur général d'une organisation comme ça, non. Non? Non, pas du tout. Pas du tout. Je me voyais dans une carrière de musicien, parce que j'ai fait des études en musique à l'université. Je me suis en passant par le cégep d'Alma. Je suis allé, j'ai obtenu un bac en musique, un bac général en musique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et à la fin de ce bac-là, j'avais entrepris une maîtrise à l'Université Laval et au Conservatoire de Québec. J'ai abandonné tout ça avec un téléphone d'un ancien enseignant que j'avais eu au secondaire qui me dit « Je suis malade, je cherche quelqu'un, voudrais-tu prendre la suppléance? » Et je ne suis jamais retourné à l'université. Wow. Je suis resté en enseignement. Et j'ai fait d'autres formations, évidemment, formation en enseignement, proprement dit, parce que je n'avais pas cette clé-là. Et j'ai eu une passion pour l'enseignement, pour la transmission de connaissances, puis surtout l'animation étudiante. J'ai été 12 ans enseignant en musique, à temps partiel. J'ai enseigné la musique principalement, mais j'ai fait de la suppléance, écoutez, économie familiale, éducation physique, nommez-les tous, j'en ai fait partout. Puis c'est une très bonne école, c'est une très bonne école. C'est sûr. Puis je suis venu à la direction d'école un peu par intérêt. Évidemment, je me suis intéressé à la gestion, à tout ça. Donc j'ai fait des formations aussi, ce qu'on appelle le diplôme d'études supérieures en éducation, en administration scolaire. Comme tous les directeurs d'école, maintenant, sont obligés de faire. C'est une obligation. Et comme ça, c'est très bon. J'ai fait la majorité de ma carrière à la commission scolaire à l'époque du Lac-Saint-Jean, de Lac-Saint-Jean. Mais j'ai travaillé dans 3 commissions scolaires de la région. De la Jonquière, au début, j'ai enseigné à la commission scolaire de la Jonquière. Et je termine ma carrière dans une 3e commission scolaire. C'est fou quand même, hein? Maintenant, un centre de service scolaire. Ça fait que tout un parcours, puis des fois des choses qui nous arrivent dans la vie qu'on ne s'attend pas, puis finalement transforment là, notre futur. Là, comme non, c'est ce que je dis souvent aux jeunes qui ne savent pas quoi faire ou ne savent pas trop comment se diriger ou s'orienter, faire confiance à la vie. Mais rester curieux, rester ouvert, demeurer proche de ses bases, de ce qu'on aime faire et de... La tâche de direction générale, elle vient par intérêt, elle vient par le goût aussi de mobiliser les gens alentour d'une chose fondamentale dans une société, éduquer et instruire. C'est un intérêt fondamental. Et d'ailleurs, avec là, c'est un scoop. Je me souviens de vous comme directeur. Vous avez été mon directeur d'école à l'école Jean Gauthier. Ah oui! Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais... mais moi, je me souviens d'un directeur, justement, passionné et impliqué. Et ça paraît encore aujourd'hui où ce que vous êtes rendu. Merci. Donc, ça doit sûrement vous faire un petit quelque chose de se dire que ça se termine. Écoutez, Jean Gauthier, ça a été mon premier poste de direction. Oui? Oui, c'était mon premier poste de direction à Jean Gauthier. J'étais 8 ans à l'école qui se trouve dans le secteur nord de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Une petite école. Une belle petite école qu'on a presque sauvée. Oui. Parce qu'à l'époque, une école secondaire en milieu défavorisé, une petite école secondaire, c'est difficile. Au niveau des services, de la multiplication des options, c'est quand même limité quand on est 300, 400 élèves, à comparer à des grandes polyvalentes qui peuvent être 1500, 2000 élèves. Mais ça a aussi cette chaleur, cette proximité avec les élèves et avec le personnel
ça a de très bons côtés aussi. C'est sûr. D'ailleurs, moi, j'étais de la première cohorte qui a fait le secondaire 5 à Jean Gauthier. Oui, bon, parce que... Félicitations, vous êtes passé au travers. Ben oui, puis j'étais tellement contente de ne pas avoir à quitter mon école parce que j'avais un grand attachement. Oui, à l'époque, ça a été un grand travail justement au niveau de l'attachement, de l'appartenance. Et c'est important, puis on le vit aujourd'hui pour les adolescents qui, malheureusement... je le dis malheureusement, mais à notre corps défendant, à cause des consignes sanitaires, doivent s'éloigner de l'école pour certains une journée sur deux, cesser les activités parascolaires. C'est extrêmement difficile, puis on est tout à fait conscient de la difficulté que les jeunes traversent aujourd'hui. Absolument. Et là, après cette petite écartade dans le passé, on va revenir plus vers le présent parce que depuis votre début de mandat en 2016, vous avez vécu quand même pas mal d'affaires. Ça a été un mandat pas mal occupé. Ça a commencé tout d'abord lorsque vous avez présenté là, une planification stratégique. Vous pouvez nous parler de ça un peu? Oui, bien, un des travaux qu'on a eu à faire avec l'ancien conseil des commissaires, c'était de remettre à jour la planification stratégique qui s'est appelée, là aussi on a vécu des modifications dans la loi, qui s'est appelée un plan d'engagement vers la réussite des élèves. Donc, on appelle ça dans notre jargon un PEVR, mais fondamentalement, c'est une planification stratégique comme les entreprises en font et comme les organismes publics en font aussi. C'est une opération qui est quand même assez longue. Il faut s'inspirer du milieu, il faut consulter le milieu, aller voir parce que les choses changent, les choses évoluent. Et ça a été fait, là, ça a été mis en place en 2018. Principalement, on voulait s'attaquer à l'époque, on s'attaque toujours, aux écarts de diplomation entre les filles et les garçons. On a un enjeu, c'est pas une difficulté, c'est un enjeu, que nos garçons diplôment moins vite que nos filles. On peut élaborer toutes sortes de raisons. Là. On ne le fera pas aujourd'hui, on a passé que 25 minutes. Mais il reste que c'est un enjeu de notre territoire. Donc, quand on dit ça, c'est que plus un jeune va prendre de temps à scolariser, plus son facteur de risque de ne pas compléter sa formation ou de tout simplement décrocher de l'école est grand. Donc, on s'attaque à cette dimension-là. Comment on le fait? C'est surtout par les habiletés de lecture. Et ce qu'on a appelé aussi dans notre plan l'agir tôt. Donc, essayer de concentrer nos ressources sans oublier toutes les autres dimensions, mais de concentrer nos ressources au jeune âge. Donc, on a vu arriver la maternelle 4 ans. Nous, on a embarqué beaucoup là-dedans, surtout en milieu défavorisé, où il n'y a pas de service de garde de CPE, par exemple, où il n'y a pas Donc, on a eu quand même un assez bon succès. La maternelle, concentrer aussi une certaine part de notre organisation scolaire un peu plus vers le primaire, dans les premiers cycles. Vous savez, la recherche, il y a beaucoup de recherches qui mentionnent que si un élève à 8 ans n'a pas acquis les niveaux de lecture attendus, vous donnez du travail pour longtemps, pour une dizaine d'années. Et plus on agit tard, plus c'est lourd d'agir, plus c'est complexe, et plus c'est énergivore, et ça demande plus de ressources. Agir envers un adolescent, c'est un peu plus complexe que d'agir envers un enfant de 5 ans ou de 6 ans ou de 7 ans. Il y a toute la dimension sociale qui se complexifie. Les difficultés peuvent... Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est d'intervenir plus tôt, sans délaisser évidemment le secondaire puis l'éducation aux adultes, mais il faut réfléchir à agir plutôt, surtout sur les objets de lecture, de littératie, de numératie. C'est ce que les écoles, présentement, essaient de se concentrer le plus possible. Bien, une belle mission et vraiment, c'est vrai que c'est une problématique qu'on entend beaucoup parler aussi, là, et là, de voir que de l'interne, on y travaille beaucoup, c'est bien de voir ça aussi. Et à l'intérieur de votre mandat, il y a eu autre chose aussi de frappant. On en a parlé un peu en début d'émission, quand les commissions scolaires sont devenues des centres de services scolaires. C'est arrivé avec la loi 40, je pense, en février 2020, donc exactement. Il y a à peu près un an. Comment ça s'est passé, cette transition-là? Bien, cette transition est là pour histoire, une longue histoire entre les partis politiques, de renouveler la gouvernance. Je n'irai pas vers les motifs politiques qui sont derrière ça, parce que je suis un administrateur, je suis un éducateur en premier lieu, je suis un administrateur scolaire. Nous, il a fallu... on s'est quand même
inscrit, une fois que la loi est adoptée, c'est une loi, donc il faut faire avancer les choses. Ce qu'on devait faire avancer, c'est que le gouvernement a mis fin au Conseil des commissaires élus dès le 8 février dernier. Pas dernier, mais 2020. À partir de ce moment-là, il y a eu une période de transition où c'est la direction générale là, qui a assuré et assumé la gouvernance, puisqu'on se rappelle que le 16 mars, il nous tombait une énorme brique sur la tête, on fermait les écoles au complet, et tout ça, ça vient dans ce contexte-là. Je voudrais l'expliquer en même temps dans ce contexte-là, parce que les échéanciers qui étaient prévus à la loi pour l'entrée en vigueur de la nouvelle gouvernance, c'est-à-dire un conseil d'administration avec des modifications quand même sommaires, ça s'est fait seulement le 15 octobre dernier. Donc, à cause de la pandémie, le ministre à l'époque puis le gouvernement ont retardé l'application de certaines clauses de la loi, mais ils n'avaient pas retardé celle de mettre fin au Conseil des commissaires. Donc, ce qui a été une traverse quand même, à ce qui s'est très, très bien fait, mais quand même assez difficile pour les administrateurs. Pour les élèves, je pense pas que ça a changé énormément de choses parce qu'on parle de gouvernance et quand on parle de gouvernance, il faut se projeter un peu plus dans le temps pour voir les modifications, les changements qui vont arriver. Il y avait vraiment au niveau de la gouvernance. Mais il n'y avait aucune modification au niveau des structures, des centres de services qui sont devenus, des commissions scolaires qui sont devenues des centres de services scolaires. Donc, il n'y a pas eu de mise à pied, il n'y a pas eu de fusion, il n'y a pas eu de tout ça. On peut présumer que ça viendra peut-être dans une deuxième étape un peu plus loin. Mais il a fallu assumer toute la gestion de la commission scolaire, de l'ancienne commission scolaire, la traverse vers le conseil scolaire, avec des opérations légales et techniques là, qui venaient avec ça. Mais pour nos élèves, pour nos clients, puis à la rigueur, pour bien du personnel, à part le personnel très proche de ces transformations, il n'y a pas eu beaucoup de changements là, au niveau des pratiques, au niveau par exemple, de la distribution des ressources et tout ça. Parce qu'on peut se rappeler aussi du contexte que c'est pas tout le monde qui était nécessairement en accord avec ces changements-là, puis peut-être des fois d'aller rallier tout le monde pour, en fait, de rassurer tout le monde. On est sur là, on se trouve sur le dossier politique. Évidemment, on peut avoir des avis divergences là, sur mais on a eu un gouvernement élu qui l'avait promis et qui l'a fait. Donc, devant ça, l'électorat doit dire... peut-être que je n'avais pas voté pour ça, mais il reste qu'il y a un constat. On vote pas pour toujours, on vote pour des personnes, on vote pas pour toujours les lois que les gens vont faire. Puis les circonstances font aussi, les contextes puis les circonstances font que les choses changent aussi. Mais évidemment, aujourd'hui, on peut être un peu plus critique envers ce changement-là. Et on l'a effleuré tantôt, il y a eu la COVID-19, on ne peut pas passer à côté. Les écoles ont été quand même extrêmement impactées là, par la pandémie. Ça a été un des premiers endroits à être fermé, en fait. On peut même se rappeler de la date hein, où les écoles sont fermées. On dirait que c'est là que c'est devenu sérieux et réel de se dire « Oh, OK, là, c'est une bombe dans notre vie » parce que ça implique beaucoup de monde. Tant et aussi longtemps que la COVID-19 était une réalité de la Chine, un article dans un journal ou un bulletin de télévision, ça ne nous touchait pas trop, mais au mois de mars dernier, en 2020, je me souviens encore d'un samedi ici, au centre administratif de Dolbeau, on avait réuni des directions d'école, on avait réuni, à l'époque, on pouvait se réunir encore. L'école est fermée lundi, là. Transport, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Transport, service de garde, tout est fermé, là. Donc, ça a été écoutez, c'est un branlement de combat là, qui vient en 24 heures changer toute la dynamique. Évidemment, il y a eu des impacts, puis on va mesurer encore, je pense, dans le temps, dans les 3 ou 4 ou 5 prochaines années, tout l'impact de ça, au niveau scolaire, parce qu'au niveau économique, il y aura des impacts, au niveau social, évidemment, il y a des impacts, impacts. On vit une pandémie mondiale. Le mot pandémie veut dire que c'est partout dans le monde. Hein. Donc, on essaie de tirer le maximum de notre organisation pour composer avec les exigences sanitaires, l'hygiène publique qui nous demande de nouveaux comportements. Puis il a fallu rentrer du matériel. On a été soutenu un petit peu plus loin par le ministère, d'ailleurs. Mais
la très grande valeur qu'on voit dans tout ça, c'est qu'il y a eu quand même des opportunités. On a pu saisir des opportunités. L'obligation d'aller en enseignement à distance, écoutez, jamais on pourrait imaginer que, je pense que c'est vendredi dernier, là, on terminait de distribuer à tous les élèves, 6700 élèves, un ordinateur, une tablette, un Chromebook, pour être assuré que s'il ne doit pas venir à l'école, on est capable de prendre contact avec lui en 1 an. On n'aurait pas pu... On avait un plan qui imaginait ça sur 10 ans. Bien, en presque moins de 10 mois, on a réussi à faire cela. Ça a demandé, évidemment, au personnel, aux enseignants, que je ne féliciterai jamais assez, enseigner à distance. Quelques enseignants l'éprouvaient, le faisaient dans leur classe, avaient des sites avec des Moodle de ce monde. Quelques enseignants le faisaient, puis ils avaient acquis une très bonne expertise, mais là, on l'a demandé à tout le monde. Tous les enseignants, dedans de presque 2 semaines, la réalité d'enseignement a changé. Au printemps dernier, les écoles primaires se sont ouvertes, les écoles secondaires sont demeurées fermées, on a commencé l'enseignement à distance avec quand même peu de moyens. On n'avait pas les moyens qu'on avait même aujourd'hui. Donc, écoutez, c'est un coup de chapeau extraordinaire pour tout le personnel. On ne le dira jamais assez. Aussi, puis derrière ça, bien, il y a du soutien informatique, il y a des techniciens, des gens aux ressources matérielles, aux communications, pour communiquer, qu'est-ce qui se passe, comment on voit les choses, qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi la situation. Bref, ça a mobilisé tous les services de façon extraordinaire. Et au niveau des ressources humaines, chercher des remplaçants pour des enseignants on a déjà une difficulté assez importante dans le recrutement. Bien là, il y a des enseignants qui ne peuvent se présenter, ou du membre des personnels, qui ne peuvent se présenter dans un lieu où la COVID existe parce qu'ils ont des situations médicales. Donc, c'est venu mettre un poids supplémentaire sur le recrutement, sur l'attraction, sur... Bon, écoutez, ça a été à tous les domaines, à tous les domaines. Et là, on est presque 1 an plus tard. Du concierge à la direction générale, oui. Ça a touché tout le monde. Oui, exactement. Et même 1 an plus tard, on en sent encore les effets. Ah oui, évidemment. Tout à fait. On n'est pas sorti de l'auberge, comme dirait l'autre. Je pense que pour les gens, l'an prochain, ils vont vivre encore dans une espèce de... Est-ce qu'on verra réapparaître les élèves? Je l'espère de tout cœur que les élèves vont pouvoir revenir à temps plein. Mais quand je disais tantôt que la pandémie au niveau de l'éducation, oui, nous a demandé beaucoup, mais on y a vu aussi des opportunités. Et l'opportunité, par exemple, de l'enseignement à distance, des pratiques avec des instruments, des outils informatiques, on a fait un pas de géant, là. Et qu'est-ce que ça vous fait de terminer votre mandat là-dessus? Bien, je trouve... écoutez, on parlait tantôt du PEVR. Il a fallu le mettre un peu de côté. Il a fallu mettre un peu tout ce pilotage-là. Ce que je vous ai parlé tantôt sur la lecture, les gens ont continué à enseigner, mais là, il fallait aller sur des apprentissages essentiels. Il fallait aller à l'essentiel avec les élèves. Donc, on a mis un peu... C'est ce que je trouve regrettable, là, qu'on n'ait pas pu continuer à faire le travail. Là, on se remet là, à remettre peut-être un peu plus... à se reconcentrer un peu plus sur la planification, puis à revoir les résultats des élèves. On a vu les premiers résultats arriver. On pensait que ce serait un hécatombe. Finalement, on s'aperçoit que, bien sûr, les enseignants ont modulé certaines évaluations. N'ayant pu faire un cours comme ils le faisaient d'habitude, évidemment, ils ont modulé conséquemment les évaluations. Donc, c'est pour ça que je dis, on va voir les effets de tout ça là, dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années, je pense bien. Et on connaît l'identité de votre successeur, M. Patrice Boivin, que vous accompagnez en ce moment, là, j'imagine, en transition. Oui, on fait une petite transition qui est un peu plus facile, puisque M. Boivin provient d'organisation. M. Boivin est un directeur actuellement, il est directeur de la formation professionnelle, donc des centres de Dolbeau-Mistassini, de Roberval-Saint-Félicien. Il œuvre dans la commission scolaire depuis plus de 30 ans, donc il connaît très bien le milieu et la transition actuellement va très bien. Je pense que M. Boivin va faire un très bon travail. Parfait. Bien, M. Ouellette, c'est déjà terminé. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Je vous félicite vraiment pour tout ce que vous avez accompli pendant votre mandat. Je vous souhaite une belle retraite pleine de musique. Pourquoi pas? Oui, ça, on va faire ça. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à vous. Puis on se retrouve très bientôt pour un autre épisode d'Accès et Merci.
Moi, je travaille En français. 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 Valérie, c'est une petite fille enjouée qui aime être avec les autres, elle est chaleureuse. Elle aime beaucoup apprendre. Une vache, c'est quoi en anglais? Cow. Puis en espagnol, Vaca. oui. C'était une surprise pour nous à la naissance. J'ai eu une césarienne, donc quand je suis arrivée dans ma chambre, mon conjoint m'a dit il y a une petite chose qui est arrivée avec le bébé. Ben, premièrement, c'était tout de suite après l'accouchement. Je l'ai vu quand j'ai coupé le cordon ombilical. J'ai regardé le médecin et j'ai dit, est-ce que c'est normal? Et avec les émotions, ça, j'avais pas réalisé vraiment tout de suite. Puis là, au fur et à mesure que j'en prenais mes esprits, mais je réalisais que Mallory était amputée au niveau du milieu du bras. Puis ce qui a été vraiment le plus difficile, c'est qu'Annie le savait pas. Après du recul, je me suis dit, il faudrait regarder le bon côté des choses. Puis à ce moment-là, je me suis dit, elle va être capable de communiquer, de parler, de nous aimer, d'avoir des sentiments qu'on est capable de palper. C'est une amputation, oui, mais il y a plein d'autres côtés de sa personnalité qui nous montrent qu'il y a plein de belles choses. Donc, avant même que je sois sortie de l'hôpital, Mallory était déjà inscrite au programme des vainqueurs. J'ai dessiné un papillon, 7 belles fleurs. Pourquoi t'as un bras cassé? Je suis née comme ça. À force de participer au séminaire des amputés de guerre, on se sentait de plus en plus à l'aise. Donc maintenant, elle acceptait plus son amputation. Elle voyait d'autres personnes, d'autres enfants comme elle. Elle disait « Ah, oh, regarde maman, sa prothèse, si elle est belle. Regarde son vélo, une emboîture comme la mienne. » Donc c'est comme encourageant pour elle de voir que d'autres enfants dans la même situation. Au séminaire, j'ai vu d'autres enfants qui avaient une prothèse pour jouer au hockey, une prothèse pour jouer au golf, une prothèse pour jouer au tennis. Bien, la prothèse de golf que Mallory a d'ailleurs été défrayée par l'Association des amputés de guerre. L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Puis elle était tout le temps très, très enthousiaste d'aller jouer au mini-pot. Elle adorait ça. Tu vois ici, là, entre les deux bosses que là, le trou est là, pas trop fort, OK? T'es capable. Avec la nouvelle prothèse de golf à Mallory, c'est une activité supplémentaire qu'on peut faire. Ça, c'est vraiment grâce aux amputés de guerre. Oui! Passer du temps avec ma fille, moi, c'est très, très important. Puis en plus, c'est un sport que j'adore. Mallory est très persévérante. Elle va toujours vouloir continuer jusqu'à temps qu'elle réussisse. À chaque année, je vais au tournoi de golf. Puis cette année, je pourrai participer parce que j'ai ma prothèse. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant, je peux jouer au golf.